Bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer cet après-midi. Et je vous prie de bien vouloir excuser Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui aurait souhaité être là à ma place, mais qui a un agenda un peu bousculé dans le contexte que vous connaissez. Donc peut-être pour commencer sur la façon dont on voit la question des infrastructures en France et tout d'abord, en partant du constat que des infrastructures de qualité sont un ingrédient essentiel pour assurer la croissance et le développement économique. Donc peut-être d'abord quelques éléments sur le contexte national avant de passer plus de temps sur les enjeux internationaux. Les infrastructures françaises sont en général bien classées dans les classements internationaux de référence. La France, par exemple, est le deuxième pays du G20 pour la qualité de ses infrastructures dans le dernier classement du Forum économique mondial de Davos. Notre objectif est de conserver cette position d'excellence. L'enjeu n'est pas tant le niveau global d'investissement, puisque on a traditionnellement aujourd'hui un niveau d'investissement supérieur à la moyenne de la zone euro pour le secteur des transports et des équipements collectifs. Mais l'essentiel est pour nous la bonne sélection des investissements. En matière de transport, par exemple, la priorité du gouvernement, telle qu'énoncée par le président de la République, va aux mobilités du quotidien, notamment à travers le renouvellement et l'amélioration des infrastructures existantes qu'utilisent tous les jours les Français. Dans ce domaine, beaucoup a été fait depuis la première édition de l'InfraWeek l'année dernière. On a conduit en France des assises nationales de la mobilité à l'automne 2017 avec l'ensemble des parties prenantes. Un conseil d'orientation des infrastructures présidé par Philippe Duron a classé l'ensemble des grands projets d'infrastructures de transport en France et proposé 3 scénarios de programmation financière en s'appuyant sur des évaluations des différents projets, intégrant notamment des études socio-économiques et des contre-expertises. C'est sur la base de ces travaux qu'a été élaborée la programmation des infrastructures, dont les grandes lignes ont été présentées par Elisabeth Borne au mois de septembre, avec 4 axes clés. Comme je disais tout à l'heure, les transports du quotidien, mais aussi le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux, le développement des mobilités propres et partagées, et enfin le renforcement de l'efficacité et du report modal dans le transport de marchandises. Au total, ce sont plus de 13,4 milliards d'euros qui doivent être investis sur le quinquennat, en hausse de 40% par rapport à la période 2012-2017. S'agissant des infrastructures numériques, dont on connaît aujourd'hui l'enjeu majeur, le gouvernement poursuit les efforts engagés dans le cadre du plan France très haut débit afin de couvrir l'ensemble du territoire en très haut débit à l'horizon 2025. Et le plan stratégique national pour la 5G, qui a été présenté en juillet, a permis l'installation de stations expérimentales 5G et prévoit l'attribution de fréquences très prochainement. Alors, les compétences françaises en matière d'infrastructure peuvent être mises à profit pour répondre aux besoins mondiaux d'infrastructures. Même si nous avons des besoins, comme je présentais juste précédemment, les besoins en France d'infrastructures sont limités par rapport à d'autres pays dans lesquels le développement à grande échelle d'infrastructures de qualité est un enjeu de premier ordre. Aujourd'hui, le marché mondial des infrastructures est évalué à 3 700 milliards de dollars par an, dont 2 700 sont actuellement pourvus seulement. Ça veut dire que l'international, c'est donc une formidable opportunité pour nos entreprises et un moyen pour la France d'épauler ses partenaires pour satisfaire leurs besoins en énergie, en transport et en santé. Notre savoir-faire, constitué en investissant dans nos propres infrastructures et que nous continuons à cultiver à travers les projets que nous menons, se traduit par un écosystème infrastructure dans l'Hexagone qui est riche et même très riche. Ça concerne plusieurs types d'acteurs. Tout d'abord, les investisseurs, pour lesquels l'international, c'est une opportunité de diversifier leurs actifs. Ça concerne également nos entreprises spécialisées dans la maîtrise d'œuvre et la construction, avec une
occasion d'exporter leurs compétences. Et enfin, pour nos intermédiaires financiers et pour plus largement tous ceux qui sont installés sur la place de Paris, c'est l'opportunité de montrer leur expérience et de mobiliser leur expérience dans le montage et la recherche de financement privé pour les projets d'infrastructure. Comme je disais, le marché international est en premier lieu l'opportunité d'investissement pour nos actifs de long terme. Ces investissements présentent 3 atouts majeurs pour nos investisseurs, et c'était la conclusion de la table ronde précédente. Le premier, c'est assez évident, c'est la diversification des investissements sur le plan géographique, mais aussi en termes de classe d'actifs. Deuxième grand avantage, les projets opérationnels et finançables en matière d'infrastructure ont souvent un niveau de risque contenu. Si la sélection des projets a été rigoureuse, ils ont comme sous-jacent des actifs réels répondant à des besoins structurels de la population et les revenus associés sont donc le plus souvent assurés par une demande établie. Enfin, ces projets ont un troisième atout majeur pour des investisseurs, leur rendement. Dans un contexte de taux bas persistant, même si on voit que l'environnement évolue un peu, ce rendement est un argument non négligeable. Le niveau du spread de crédit des actifs d'infrastructure, bien qu'étant plus bas que dans l'immédiat après-crise, reste historiquement haut. Cela augmente certes le coût relatif du financement, mais ça rend le placement attractif. Et cette opportunité de rendement n'a pas échappé aux investisseurs, tandis que le niveau d'investissement des banques s'est maintenu, celui du financement par des intermédiaires de marché et d'autres investisseurs institutionnels a fortement progressé, reflétant cette attractivité. Concernant le volant maîtrise d'œuvre et construction, alors la France a là aussi des atouts bien connus, notamment le vivier de professionnels formés dans des grandes écoles, des grands corps techniques de l'État. Deuxièmement, c'est l'importance des grands opérateurs publics dans la constitution d'un réseau d'infrastructures qui constitue encore aujourd'hui, et en dépit du défi posé par les besoins de régénération de nos réseaux, un élément essentiel pour la compétitivité du pays. Mais chacun ressent aujourd'hui aussi que nous avons devant nous une réflexion à engager ou à approfondir sur les enjeux de la maîtrise d'ouvrage public au XXIe siècle, et notamment le rôle respectif du secteur public et du secteur privé dans la gestion de nos infrastructures. On parle souvent d'un modèle français dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des PPP et des concessions. Ce modèle existe et il est même au cœur de la dynamique qui nous réunit aujourd'hui pour l'InfraWeek. Il est fondé sur des expertises techniques et opérationnelles de nos grands groupes de construction, ingénierie, transport, énergie, télécommunications, et plus généralement les grands opérateurs de services publics en France. Mais peut-être devrions-nous prendre collectivement le temps de mieux définir les ressorts profonds de ce modèle, son originalité et sa force, et peut-être en quelques éléments de réflexion. Tout d'abord, la conscience très forte de la nécessaire articulation entre la gestion d'une infrastructure et la gestion du service qui est le plus souvent adossé à cette infrastructure. Deuxièmement, l'expertise qui en découle dans la gestion des services rendus aux usagers et la relation avec les usagers. Troisièmement, l'expérience de la gestion par des opérateurs privés de la relation directe avec les usagers, qui est un héritage majeur de notre histoire lié à la délégation de services publics. Et enfin, une expertise technique très importante en matière d'ingénierie, de construction et d'exploitation des services collectifs. La livraison l'année dernière, dans les délais de 3 projets majeurs de lignes ferroviaires à grande vitesse, illustre cette compétence et cette expertise. Alors, dans la définition d'un modèle français, il faut aussi souligner le rôle et la valeur ajoutée des acteurs financiers. Je pense qu'on peut parler d'une excellence de l'écosystème financier français, avec d'un côté de fortes institutions bancaires actives sur les marchés de conseil, de l'arrangement et de financement de projets d'infrastructure en France et à travers le monde. Deuxièmement, des sociétés de private equity spécialisées, sachant adresser aussi bien le marché des infrastructures greenfield que le marché du brownfield. Et enfin, des investisseurs institutionnels comme les assureurs ou les fonds de dette particulièrement actifs. Et donc aujourd'hui, c'est sans doute en France que l'on voit se développer le modèle d'un investisseur développeur de projets
qui sait s'engager proactivement auprès des acteurs publics pour contribuer à la définition d'un agenda des infrastructures soutenables et la recherche de montages qui permettent de mobiliser le plus efficacement la valeur ajoutée du secteur privé en général et des investisseurs en particulier. Du côté des acteurs du marché de la dette, il est vrai sans doute que les financements structurés sont traditionnellement une expertise forte des banques françaises, et c'est particulièrement vrai dans le financement des infrastructures, du fait de la maturité du marché, je pense, et également du fait de la variété des modèles économiques entre des grands opérateurs publics, des partenariats publics-privés au sens large, des actifs privés de secteurs régulés, par exemple dans le domaine des énergies renouvelables. Les acteurs financiers ont donc acquis sur cette base l'expertise de modèles très différents en matière de montage contractuel et d'analyse de risque, avec à la clé une capacité à structurer des solutions de financement très différentes et très innovantes, qu'il s'agisse de financement corporate, de financement d'actifs ou de financement de projets. Toutes ces compétences et cette expérience constituent un atout majeur au plan international. J'ai beaucoup parlé des actifs français, des acteurs et des banques et institutionnels français. Je veux parler également, je ne veux pas oublier les acteurs étrangers dont certains sont présents de longue date en France et qui participent pleinement à cet écosystème. Alors, troisième volet de mon intervention, c'est le fait que les besoins mondiaux en infrastructure nécessitent une action internationale multilatérale. La compétence française, que j'ai longuement décrite, est nécessaire à l'échelle mondiale. La place de Paris n'est pas la seule à avoir cette compétence et je salue aujourd'hui les professionnels étrangers qui nous font l'honneur de leur présence en France. Nous aurons en effet besoin de toute l'expertise à Paris et dans les autres places financières pour permettre aux économies émergentes et en développement de faire face à leurs besoins d'infrastructures qui sont gigantesques. Je sors d'une réunion avec les pays de la zone franc, donc les pays d'Afrique francophone centrale et de l'Ouest, et la problématique du financement des infrastructures et du besoin d'infrastructures, tout en maîtrisant le niveau d'endettement et la situation des finances publiques, est évidemment au cœur de leurs enjeux de développement. Et c'est encore plus vrai, je dirais, dans les pays en forte croissance et émergents qui ont des besoins démultipliés en matière d'infrastructures. Les besoins d'infrastructures, ces besoins d'infrastructures proviennent de plusieurs évolutions majeures. Premièrement, le développement économique, avec pour certains des taux de croissance importants et pour d'autres des difficultés à démarrer ce processus. Dans bien des pays, c'est encore l'explosion démographique et les besoins en santé, transport, énergie, éducation qui vont avec. Et enfin, les perspectives d'exode rural marquées dans de nombreux pays au cours des prochaines années qui conduisent à une plus forte concentration urbaine de la population. On a déjà connu des mouvements de métropolisation très considérables, mais cette concentration risque de s'accentuer avec des besoins conséquents et consécutifs en matière d'équipements et de services fondamentaux. Les estimations des besoins d'infrastructures diffèrent selon les organismes, mais je peux en citer une à titre d'exemple. La Banque mondiale considère que l'investissement nécessaire dans les pays émergents d'ici à 2040 s'élève à quelque chose de l'ordre de 97 000 milliards de dollars, donc un chiffre absolument gigantesque par rapport à ses propres capacités de financement ou celles de l'ensemble des acteurs publics. Ces enjeux importants du côté de la demande se combinent avec la nécessité d'apporter du côté de l'offre un niveau élevé de qualité d'infrastructure afin de maximiser les services publics rendus, la durée de vie des équipements, leur taux de disponibilité et leur efficience. En outre, la qualité des infrastructures se décline sur l'ensemble des préoccupations de consultation des populations locales, sur lesquelles le niveau d'exigence est de plus en plus important, population locale et parties prenantes, de respect des enjeux environnementaux et des normes écologiques et sociales et de transparence, de concurrence, de lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance des procédures, pour ne citer que ces quelques aspects qui sont déterminants dans l'acceptabilité et la soutenabilité des projets d'infrastructure. Il est en particulier nécessaire d'assurer la résilience des infrastructures face au changement climatique. À ce titre, la France est
extrêmement engagée, tant sur le plan domestique qu'à travers le plan climat de l'été 2017, que sur le plan international. En 2017, l'OCDE publiait une étude suggérant que dans un scénario d'augmentation de 2 degrés des températures globales, les besoins, donc au-dessus des objectifs affichés, les besoins de financement associés à la mise à niveau des infrastructures atteindraient 6 900 milliards de dollars par an au cours des 15 prochaines années, soit environ 10% de l'investissement total dans les infrastructures. Donc, de ce point de vue-là, les décideurs publics ont un rôle moteur à jouer en développant les cadres incitatifs appropriés et en mobilisant l'argent public pour faire effet de levier sur les financements privés. En France, on enregistre une progression constante des financements climat en faveur de la mise en œuvre de projets d'adaptation et d'atténuation au changement climatique dans les pays en développement. En 2017, près de 4 milliards d'euros de financement public ont été engagés pour soutenir des projets climatiques dans les pays en développement. Ce financement public s'accompagne d'initiatives de mobilisation des acteurs privés et compte tenu des chiffres que je citais tout à l'heure, 6 900 milliards, 4 milliards de l'autre côté, on voit bien l'ampleur du défi qui est devant nous et la nécessité de mobiliser très au-delà des seuls soutiens publics. Et de ce point de vue-là, le financement privé des infrastructures peut contribuer à résoudre ces défis avec 2 modèles phares. Le modèle du paiement à l'usager, donc la concession, qui est une très vieille tradition française, et deuxième modèle, le modèle à paiement public par le contribuable, le PPP à paiement public. Ces 2 modèles diffèrent toutefois de façon marquée quant à leur impact sur la trajectoire des finances publiques, puisque le premier modèle est neutre, alors que le deuxième a un impact sur l'endettement public, même si l'endettement est hors bilan du point de vue de la comptabilité publique. Et à cet effet, et c'est aussi une dimension de la qualité des infrastructures, il est important que la communauté internationale étudie avec une attention accrue le défi des futures modalités de remboursement des dettes publiques hors bilan qui résulteront des nouveaux PPP, ce qu'on appelle l'Infrastructure Funding Gap, au-delà de celui déjà bien traité de faciliter l'accès au financement privé des infrastructures, qu'on appelle l'Infrastructure Financing Gap. On ne peut pas souhaiter aveuglément orienter l'ensemble des pays vers un surendettement massif hors bilan, donc il y a tout un enjeu de maîtrise de cet endettement hors bilan et de transparence sur cet endettement hors bilan. Il est essentiel en outre que la communauté internationale se mobilise en soutien aux banques multilatérales de développement qui sont au cœur de la cohésion des activités d'infrastructure dans le monde. Et de ce point de vue, on ne peut que souligner l'intérêt de l'initiative des banques multilatérales de développement qui ont mis en commun des moyens et permis le développement de la plateforme Source de préparation de projets d'infrastructure. C'est un nouvel élément de coopération conjointe et harmonisée des banques multilatérales de développement avec l'ensemble des pays en vue d'apporter une assistance technique pour la réalisation des projets d'infrastructure. Ça constitue un levier essentiel pour produire des données standardisées et contribuer à faire des infrastructures une nouvelle classe d'actifs conformément aux orientations retenues par le G20 qui s'est doté d'un groupe de travail dédié sur le sujet. En effet, traditionnellement, j'ai parlé tout à l'heure du rôle des finances publiques, mais aujourd'hui, il est clair que le rôle des investisseurs privés est absolument indispensable et que pour augmenter, scale up le niveau des investissements privés, je pense que ça reste un défi important pour plusieurs raisons. D'abord, le problème d'accès à l'information. On manque toujours d'un pipeline de projets pour permettre aux investisseurs d'identifier les opportunités. Et les investisseurs ont besoin de données pour évaluer les caractéristiques des projets, notamment leur niveau de risque ou leur impact carbone, afin de bien qualifier ce qui correspond à leur thèse d'investissement. Si aucun projet n'est complètement... Chaque projet est particulier, mais la collecte de données sur les projets d'infrastructure déjà réalisés et en cours de réalisation, ça devrait permettre la création de repères pour mieux estimer les caractéristiques des projets. Et à l'heure actuelle,
il y a peu de plateformes, d'où l'intérêt de cette plateforme source initiée par les banques multilatérales de développement. Un autre problème majeur pour attirer le financement privé, c'est le problème du risque pays, qui peut venir renchérir significativement le financement d'un projet, voire le rendre impossible. Face à ce problème, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, mais qu'il faut continuer à travailler sur les systèmes de garantie via les États ou les banques multilatérales de développement, qui constituent une première solution. Il faut également travailler sur des systèmes d'assurance et de couverture de risque par le secteur privé. Et là encore, une articulation entre privé et public via les banques multilatérales de développement peut aussi être envisagée. Certains projets comportent aussi des incertitudes particulièrement marquées liées à leur caractère innovant, à leur rentabilité ou à leur durée de vie. C'est notamment le cas des infrastructures construites dans le cadre de la transition écologique. Et enfin, pour faciliter les prises de participation, il est plus que nécessaire d'harmoniser le dialogue, le vocabulaire, d'harmoniser le vocabulaire et de créer une taxinomie des actifs financiers dédiés aux infrastructures afin de diminuer le coût d'information élevé dans le secteur pour les investisseurs. Le G20 a commencé à travailler sur ce sujet et je pense que c'est une piste importante. En effet, pour trouver des solutions à ces difficultés, c'est à l'échelle globale qu'il faut travailler. Et de ce point de vue-là, la priorité mise par la présidence argentine du G20 sur ce thème constitue une opportunité. Les Argentins ont beaucoup mis l'accent sur ce sujet. Le Japon prendra la présidence du G20 à partir de l'année prochaine et il va constituer sur cette thématique un allié de poids, puisque les Japonais ont déjà annoncé que la promotion de projets d'infrastructures de qualité sera une des grandes priorités de leur présidence. Du groupe de travail du G20 ont déjà émergé plusieurs outputs, on peut dire, et notamment une feuille de route visant à considérer de manière harmonisée les infrastructures comme une classe d'actifs et le développement d'une taxonomie, comme je le mentionnais tout à l'heure. La France a été très active et soutient très fortement ces travaux. Pour conclure, je finirai avec le mot efficacité. À l'international, comme au sein de nos frontières, cela doit être la devise. Un financement public efficace qui doit être concentré sur des objectifs prioritaires et notamment parfaitement aligné avec nos engagements environnementaux pris lors de l'accord de Paris est une priorité essentielle. Il s'agit de concentrer le financement public sur les projets qui ne peuvent pas être financés par le secteur privé et de laisser plus de place à l'implication du secteur privé, à l'innovation financière sur lequel nous avons des atouts extrêmement importants. Il s'agit aussi de travailler à la couverture de risques pour qu'un plus grand nombre de projets soient finançables. Ce n'est qu'avec cette efficacité que nous réussirons ensemble à relever les défis et à atteindre nos objectifs pour le développement à la fois des infrastructures, mais aussi un développement économique soutenable à l'échelle mondiale. Je vous remercie de votre attention.